Merci. Enfin, je voudrais vous remercier à mon tour pour m'avoir invité. C'est toujours intéressant quand on est immergé dans ces recherches d'avoir l'occasion d'échanger avec des non-spécialistes en particulier. Aujourd'hui, d'une certaine manière, ce que je vais vous présenter, c'est une sorte de petite introduction historique à ce qui viendra dans un second temps, mais peut-être pour vous dire que d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui était peut-être déjà en germe il y a, disons, dans le siècle qui, moi, m'intéresse en particulier, qui est le 19e siècle, mais aussi au 20e siècle, et c'est un peu le message que je voudrais passer aujourd'hui. Il y a une forme de continuité, même si, évidemment, vous allez le voir, il y a des choses très spécifiques qui se passent aujourd'hui, mais il y a quand même une forme de continuité dans la manière dont la ville a été toujours produite en Égypte. On va commencer peut-être par... Alors, si j'arrive à me débrouiller avec ça. On va commencer peut-être par un petit peu de géographie, une carte que vous reverrez peut-être plus tard. Donc en bleu foncé ou en noir, vous avez le fleuve, c'est le principal point de repère. La mer, effectivement, comme on dit en Égypte, mais on dit aussi Mosr pour le Caire, avec le même nom que le pays, donc c'est une ville-monde à coup sûr. La partie dont je vais vous parler, moi, c'est la partie en gris, en gros, et pour vous donner un peu une idée de l'échelle de la ville. Voilà un plan rapproché. Les deux points de repère, c'est ces deux îles qui vous permettent de toujours savoir à peu près où est-ce qu'on est. Là, il y a la vieille ville du Caire, il y a le centre moderne, en gros, dont je vais vous parler. Et ça, c'est une carte donc du Caire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a des nouvelles villes qui se situent là sur le Mokattam, dont la colline du Mokattam. Ça n'a pas été très payant, mais enfin, il y avait un début de ville. Alors, il faut voir si New Cairo va connaître le même sort. Et puis là, en revanche, sur les terres qui étaient encore agricoles à cette époque-là, il y a tout un quartier qu'on appelle Mohandissine aujourd'hui, c'est-à-dire les ingénieurs, parce que ça a été en particulier urbanisé avec le syndicat, enfin disons les parcelles étaient distribuées en priorité au syndicat des ingénieurs. Ce qu'on peut dire aussi en termes de continuité historique, c'est que la ville du Caire a toujours bougé d'une certaine manière. Elle a commencé, donc ça c'est une représentation, si vous voulez, qui est basée sur la réalité du Caire en 1798, au moment où les Français occupent l'Égypte, et ça nous permet de comprendre un peu comment, à partir d'une première implantation ici, au fur et à mesure, la ville s'est déplacée, elle a été en ruine. C'est une carte pour vous montrer que la ville du Caire a toujours bougé d'une certaine manière. Elle a commencé à être implantée là au sud de l'île de Roda. Donc l'île de Roda, c'est la deuxième île la plus au sud. Et l'autre, c'est celle qui est un peu plus au nord, Zamalek. Et donc la ville, au fur et à mesure, s'est déplacée. À un moment donné, elle a été située au sud de la partie urbanisée sur l'image, mais ça c'est une ville qui a duré, disons, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, ensuite a été totalement démolie, donc c'est des décombres, et puis il y a eu l'implantation fatimide, donc XIe, XIIe siècle, en haut de la partie en gris sur la carte. Je ne sais pas si c'est parlant pour les gens qui nous suivent de loin. Et puis ensuite, à l'époque mamelouk et ottomane, la ville s'est encore un peu redéployée, cette fois vers le quartier de Boulak, qui effectivement était le port, donc le port en face de ce qui serait aujourd'hui l'île de Zamalek. Donc ça c'est pour dire voilà, que la ville a toujours bougé d'une certaine manière, et que ce qui se passe aujourd'hui, d'une certaine manière, est déjà inscrit en germe. On va toujours plus loin s'installer en terre vierge d'une certaine manière. Alors, là, le suivant. Donc, pour
pour la partie de la ville dont je vais vous parler moi aujourd'hui, sur cette carte donc, qui représente le Caire en 1848, et vous aurez remarqué que on a couché la carte d'une certaine manière. Ça, c'est assez intéressant. Normalement, le nord est toujours représenté vers le nord. Là, le nord, il faut imaginer qu'il est sur la gauche. C'est intéressant, d'ailleurs, comme représentation, parce que c'est une représentation qui date de la description de l'Égypte. Hein, je veux dire, donc des savants que Bonaparte avait emmenés avec lui en Égypte. Et c'est une représentation de la ville qui a duré pendant un certain temps. Donc, si, pour reprendre les repères, donc, vous avez la partie urbanisée en 1798, le port de Boulac, là, je pense que les gens qui nous suivent en ligne peuvent voir le nom, l'île de Roda, l'île de Géziré qui est un peu cachée, donc ce qui est Zamalek aujourd'hui, et la ville dont je vais vous montrer un certain nombre d'images se situe dans ce qu'on appelle à l'époque les plantations d'Ibrahim, qui sont en fait des terrains agricoles appartenant à la famille vice-royale. Et donc c'est sur ces terrains que va naître le Caire moderne. Donc, et une ville qui est d'abord une ville dynastique. On voit ici de nouveau ce Caire couché d'une certaine manière, une très très belle carte en français, comme vous pouvez le voir, dressée par un ingénieur qui a été en fait aux commandes de l'urbanisme du Caire entre, de mémoire, 1868 et 1897. Pierre Grand, cet ingénieur français qui a été pendant 30 ans au service de l'urbanisme du Caire. Et ça aussi, sur le plan politique, hein, c'est intéressant puisque si on veut faire une lecture précoloniale, coloniale et postcoloniale de la ville, comme vous le savez, les Britanniques occupent illégalement d'ailleurs l'Égypte à partir de 1882, illégalement au plan du droit international. Mais voilà, l'Égypte passe sous tutelle britannique et donc, pour beaucoup de gens, tout devient anglais à ce moment-là, y compris l'urbanisme. En fait, non. C'est comment dire, les spécialistes français, les professionnels français sont très présents, en particulier au ministère des Travaux publics pour ce qui est du service des villes et bâtiments. L'irrigation, c'est autre chose, c'est effectivement un domaine britannique où ils viennent, d'une certaine manière, transférer les compétences acquises en Inde. Mais voilà, dans le domaine de l'urbanisme, on est sur un autre schéma. Et donc, si vous reconnaissez cette fois-ci la partie bâtie, disons, en 1801, elle est devenue en rose, hein, c'est un mode de représentation aussi typique de l'époque. La ville est toujours couchée, donc il y a toujours le nord à gauche et le sud à droite. Et ce qui se passe ici, c'est que ce qui étaient les anciennes plantations d'Ibrahim commencent à être loties. Alors, elles sont loties d'une manière qui est intéressante et qui nous étonne aujourd'hui, à partir de terrains qui sont distribués gratuitement. Donc, en fait, entre 1868 et 1876, les terrains de ce quartier, donc là, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître, j'avoue, c'est assez sioux, ce coup-ci, le nord est voilà, en biais, c'est même plus tout à fait la même représentation, mais peut-être que vous pouvez reconnaître ici ce qui est le jardin de Lesbecquier qui était sur l'autre carte, et puis vous avez un canal ici, et puis le Nil qui est là. Bon, il faut un peu d'imagination. Éventuellement, on pourra revenir après sur des questions. Mais en tout cas, voilà, ces terrains-là, ils sont distribués gratuitement. Pourquoi ils le sont gratuitement? Parce que c'est une manière de mobiliser de l'argent, à savoir qu'à partir du moment où on donne gratuitement
gratuitement à ses propriétaires des terrains. Ils doivent s'engager à construire en 18 mois et pour une certaine somme d'argent. Donc, disons, le foncier est quelque chose qui permet de fabriquer de l'immobilier à faible coût, d'une certaine manière, pour le pouvoir. Et donc, c'est comme ça que le centre moderne du Caire a pu émerger. Autour d'un hippodrome qui n'a pas duré très longtemps, puisqu'en 1881, l'hippodrome a été loti. Mais quand même, voilà, donc on comprend bien que c'est quel type d'image, quel type de ville est en train de se construire. C'est un quartier dit de plaisance. À l'écran, je vous ai mis aussi quelques-unes des premières constructions qui ont émergé donc, dans ce Caire moderne qu'on appelait Ismaïlia à l'époque, en hommage au Khedive Ismaïl, bien sûr, mais ça c'est aussi une tradition. On appelle toujours un quartier, c'est le cas aussi dans le Caire historique, du nom de son plus célèbre habitant, et là en l'occurrence commanditaire. Donc pour ceux qui connaîtraient peut-être un peu cette partie de l'histoire du Caire, l'image la plus supérieure, c'est la maison du baron Delors de Gléon. Au milieu, c'est la maison de Gaston de Saint-Maurice, qui est un aristocrate français qui était le grand écuyer du Khedive Ismaïl. Et en dessous, c'est l'hôtel particulier de Raphaël Suarez, qui était le banquier du Khedive. Alors, il est clair que on a la liste des concessionnaires des terrains à Ismaïlier. Il y a des Français, pas uniquement des Français, des étrangers, et puis il y a aussi, disons, la haute aristocratie égyptienne, ottomane, disons, les gens qui entourent la cour, qui appartiennent donc à la cour du Khedive. C'est évidemment eux qui ont les moyens de mobiliser de l'argent pour habiter ce quartier. Alors moi, je voulais revenir en arrière, hein, donc pour vous montrer. Alors, ça va être très compliqué pour nos amis loin, mais c'est pour vous montrer que donc dans cette partie-là, entre le rose et le bleu, il y a des maisons, peut-être que vous pouvez voir qu'il y a des petits carrés roses dans des parcelles, des carrés verts. Donc voilà, ça c'est des villas dans des parcelles, mais en revanche, il y a là un lotissement où tout est rose, il n'y a pas de vert, parce que c'est des beaucoup plus petites parcelles et que donc ça c'est plutôt destiné aux petits employés de l'administration égyptienne qui ont donc pu eux aussi avoir des parcelles gratuites sur lesquelles ils étaient obligés aussi de construire pour en fait avoir un titre de propriété. Si on ne construisait pas sa parcelle en 18 mois, on se voyait retirer la parcelle et donc la parcelle était concédée à quelqu'un d'autre. C'est pas un mode de production, c'est un mode de production très courant à l'époque, c'est une manière de mobiliser du numéraire quand on n'en a pas. Donc voilà, je vais vous montrer les premières constructions. L'autre dimension de la production de la ville, à ce moment-là, ce sont les percées, en fait la percée, puisqu'il y en a une principalement, disons, une principalement qui traverse toute la ville comme ça en biais. Alors bon, j'espère que de loin vous pouvez voir qu'effectivement il y a cette grande ligne diagonale, cette grande diagonale qui traverse à peu près tout le Caire et qui permet en fait de réunir le lieu où se tenait le pouvoir vice-royal à l'époque jusqu'à la partie moderne de la ville et surtout la gare qui se trouve ici. Et le pouvoir se déplace, c'est-à-dire il s'installe à mi-chemin. Ça, c'est au moment où le Khedive Ismaïl donc, crée le palais d'Abdine vers le milieu. Je ne sais pas comment vous dire ça mieux que ça. Donc ça, c'est aussi une dimension intéressante de production de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette occasion-là, on met en place un système d'indemnisation
des propriétaires. Donc, pour expliquer un peu l'image que vous voyez en bas, le dessin que vous voyez en bas, les lignes montrent donc ce qui va être détruit pour laisser passer une avenue, et puis toutes les petites parcelles qui vont donc être indemnisées puisqu'elles se trouvent détruites. Et là, on a la liste donc de ces propriétaires, entre guillemets, qui vont être indemnisés. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup sont des waqf. Alors, je ne sais pas si le terme vous est familier. Bon, mais très bien, tant mieux. Ce sont donc des biens de main morte. Et ça, bon, voilà, c'est toute une dimension très importante aussi de toutes ces villes, en tout cas au sud de la Méditerranée. C'est cette question des biens de main morte, Habous au Maghreb, Waqf au Mashrek. Et en fait, l'essentiel du Caire, ce sont des Waqf, et l'essentiel des terrains sur lesquels se lotit la ville du Caire, ce sont aussi des Waqf, jusqu'à Mohandissine d'ailleurs, qui est un énorme Waqf au départ. Et là, ça permet de continuer à faire cette espèce de coproduction de la ville. J'ai dit économie mixte, c'est évidemment un anachronisme, mais c'est pour vous montrer que la ville, là, se construit, là, c'est un peu plus tard que les années 1860, c'est à partir des années 1890, il y a tout le nord, disons, de ce qui était le centre-ville du Caire, qui se lotit sur des grands waqf khediviaux, qui sont donc tous les membres de la famille khediviale, avec des dispositifs plus ou moins légaux. Il y a beaucoup d'appropriation de terres, en fait, pour mettre en valeur leurs terres, les proposent à des financiers européens qui, du coup, eux, mettent de nouveau le numéraire, alors qu'eux apportent les terrains. Et c'est ce qui permet de continuer à bâtir la ville de manière, cette fois, un peu plus dense et toujours plus dense au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle. Là, un petit florilège d'architecture 1900 au Caire, très franco-française, je dirais, avec ces immeubles d'angle à rotonde en particulier, qui font un peu la marque de fabrique de ce Caire moderne jusqu'à aujourd'hui. Un autre lotissement important, c'est le lotissement de Garden City, à Kasr El Ali. Alors Kasr El Ali, c'est pareil, c'est encore un grand domaine foncier de la mer du Khedive, en fait. C'est un énorme terrain, un énorme domaine qu'elle avait reçu de son fils dans les années, si je ne m'abuse, 1840, et qu'elle est obligée de céder dans les années 1870, parce que, comme vous le savez, il y a une crise des finances khediviales terribles, et qui fait que donc les domaines de la famille khediviale vont être au fur et à mesure gagés pour la dette publique, et donc mis en vente au fur et à mesure. Le domaine de Kasr El Ali, en l'occurrence, il est donc vendu en 1905 pour faire le quartier de Garden City, et là encore c'est intéressant, en fait un propriétaire alexandrin, Charles Bacchos, c'est une grande famille grecque d'Alexandrie, donc c'est les Alexandrins qui là investissent dans le Caire, et le nom de Garden City est trompeur, hein, parce que c'est pas une Garden City, en fait c'est un lotissement spéculatif. Il se trouve que les rues sont un peu ondulées. Ça a été dessiné à nouveau par un ingénieur français, un certain Joseph Lambas. Alors pour la petite histoire, sa fille était la première épouse d'André Breton. Vous voyez, il y a comme ça des liens curieux qui se tissent entre le surréalisme et l'urbanisme cairote. Et en tout cas, voilà encore un autre exemple, je veux dire, de lotissement qui est encore une nouvelle étape dans la production foncière et immobilière de la ville. Là, ça a beaucoup moins marché
que pour les quartiers lotis précédemment, à savoir que Charles Bacos a fait faillite, hein, parce qu'il a eu du mal à vendre ses terrains, et du coup, Garden City, je vais venir à Héliopolis. Garden City a mis beaucoup plus de temps à se lotir que d'autres opérations foncières du Caire. Mais on peut, en fait, le Caire moderne, c'est un patchwork de lotissement. Les uns faits derrière les autres, souvent avec des spécifications particulières. Donc les propriétaires signaient des clauses particulières quand ils achetaient un terrain, ce qui les obligeait à construire de telle ou telle manière. Donc c'était une forme d'urbanisme réglementaire, mais qui est renégocié à chaque fois. En fait, une réglementation d'urbanisme général n'apparaît que dans les années 1940 au Caire, donc très tardivement. Bon, des exemples d'immeubles à Garden City qui gardent à peu près encore leur gabarit d'origine, ce qui est souvent plus le cas de la plupart des constructions du centre-ville, qui d'ailleurs ont déjà été remplacées en fait par plusieurs générations d'immeubles. Bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est cet immeuble qui figure sur la couverture d'un livre que j'avais publié il y a quelques années. Et le livre s'intitulait Architecture européenne. Et en fait, on a découvert après que cet immeuble typiquement art déco était l'œuvre d'un des pionniers, je dirais, de l'architecture moderne en Égypte, Ali Labib Gabr. Et que donc, voilà, il fallait qu'on soit un peu attentif à nos sources et à bien les compléter. Donc, étape suivante, vous verrez tout en haut à droite de l'image Oasis d'Héliopolis. Donc, vous voyez, la ville va continuer à se déplacer. Donc là, 1913, elle a à peu près, voilà, elle a rempli l'espace entre la vieille ville et le fleuve. Tout ça, côté rive gauche, c'est encore des terrains entièrement agricoles. Zamalek est encore assez peu loti. Et la ville se déplace 15 km au nord-est, donc dans ce qui va devenir partie intégrante aujourd'hui de la capitale égyptienne. Alors, Héliopolis, ça c'est à nouveau un très grand chantier. Ça commence aussi par une concession de terrain. Alors là, il y a une somme minime, c'est pas gratuit, il y a une somme minime qui est payée, mais enfin c'est vraiment très dérisoire. Et c'est sur cette concession que donc va être construite Héliopolis. Héliopolis, vous la connaissez probablement à cause de la villa du baron en pin, qui est aujourd'hui un musée, après avoir été fermée. Ça, c'est une image qui date de Ramadan dernier. Après avoir été fermée pendant très longtemps, c'est une des premières constructions d'Héliopolis qui avait été faite donc pour un de ses promoteurs, le baron en pin. Mais moi, la personne dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est Boros Noubar, parce que c'est pareil, enfin, on oublie trop souvent que c'est lui qui a obtenu la concession, que c'est lui qui a investi beaucoup de temps et d'argent dans Héliopolis. Et alors les Noubar, c'est une famille arménienne qui est très liée au pouvoir égyptien depuis longtemps, et d'une certaine manière, ce qu'il importe entre guillemets à Héliopolis, c'est une façon de fabriquer la ville qu'il a déjà expérimentée à Alexandrie. Donc là, c'est pour montrer aussi que les choses sont liées sur place aussi. Et en particulier, la famille Noubar avait loti tout le quartier de San Stefano autour, à nouveau, d'un énorme palace. Donc, d'une certaine manière, Héliopolis, c'est aussi une répétition de San Stefano, donc une ville de loisirs où on essaye d'attirer des habitants, ce qui n'a pas été tout à fait simple au départ. La ville a mis 30 ans d'une certaine manière. Donc là, vous voyez une vue aérienne de la ville prise en 1937. Donc
de nouveau un hippodrome. Alors ça, je ne sais pas s'il y a besoin de beaucoup l'expliquer. Donc c'est la grande ellipse qu'on voit ici. Aujourd'hui, ici, donc en haut, à gauche de l'image. Aujourd'hui, c'est un jardin public. Et donc cet hippodrome était une manière d'essayer d'attirer des gens à Héliopolis. Complètement au centre de la ville, on a une église catholique, où est enterré d'ailleurs le baron en pin, et puis un certain nombre de quartiers. Là, donc entre l'église et l'hippodrome, les quartiers dits indigènes à l'époque, en gros, mais avec un petit lotissement français. Je vais vous en montrer des images, et puis voilà, de l'habitat relativement mixte. Bon, c'est beaucoup d'habitats et aussi beaucoup d'écoles. Alors là, ça c'est aussi intéressant. Pour attirer les habitants à Héliopolis, le baron en pin et Boros Nubar ont offert des concessions quasi gratuites à toutes les écoles congrégationnistes auxquelles vous pouvez penser en Égypte. Et donc, ils se sont installés. Donc, du coup, les familles qui avaient des enfants scolarisables se sont installées. Et c'est comme ça qu'Héliopolis a pu démarrer. En revanche, c'est plus tout à fait la même époque, et donc la compagnie a dû changer, enfin la compagnie d'Héliopolis à l'origine de la construction, a dû changer un peu son fusil d'épaule, à savoir qu'au départ, ils pensaient faire comme d'habitude, c'est-à-dire des terrains qu'on offre avec un cahier des charges que les propriétaires doivent suivre. En fait, il y a eu très peu de construction à l'origine de cette manière-là, et la compagnie Héliopolis s'est retrouvée en fait à devoir construire quasiment de mémoire la moitié des constructions pour que les gens acceptent de se déplacer à Héliopolis. Donc, là, vous avez un petit florilège aussi du type de construction réalisée par la compagnie afin d'attirer des habitants à Héliopolis, donc des petites maisons, mais aussi des rangées de maisons, mais aussi ces gros immeubles à arcades, voilà, qui ont été aussi construits par la compagnie. Et pour le reste, les propriétaires donc signaient un cahier des charges et devaient construire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et puis là, pour le coup, il y a eu un contrôle esthétique très fort, avec un circuit assez compliqué, puisque donc les architectes, enfin les propriétaires devaient passer par des architectes qui devaient faire des plans qui étaient envoyés pour inspection et pour visa à Bruxelles, et il y a un cabinet d'architectes à Bruxelles qui était engagé par la compagnie pour autoriser ou pas les constructions, et en général elle les corrigeait en disant ça c'est moche, ça il faut enlever, ça il faut faire ci, ça il faut faire comme ça. Et c'est d'une certaine manière ce contrôle de l'aspect qui a permis à Héliopolis de devenir une ville extrêmement homogène d'une certaine manière dans son esthétique, qui était aussi donc un élément marketing important pour la ville. Le petit quartier français, voilà, parce qu'en fait il s'appelait quartier français parce que c'est une société là pour le coup de financiers français qui avaient investi donc dans cette petite partie d'Héliopolis. Il faut aussi savoir qu'une des raisons pour lesquelles Héliopolis au départ a eu du mal à démarrer, c'est que c'était en plein désert et que les gens avaient peur de s'installer dans le désert. Le désert en Égypte, c'est synonyme de bédouin, donc d'attaque. Et la compagnie d'Héliopolis a fait quelque chose qui est assez intéressant, à savoir qu'ils ont demandé finalement à des bédouins d'assurer la sécurité d'Héliopolis. Donc la police d'Héliopolis, au départ, a été assurée par des bédouins. Il faut dire aussi que tous les services publics, entre guillemets, étaient privés, c'est-à-dire ce n'était pas le Caire qui fournissait, c'était Héliopolis. Héliopolis n'est rentré dans le droit commun, je dirais, de l'urbanisme cairote qu'après les années 30, donc après 3 décennies de gestion privée de la ville.
Nouvelle étape dans les années, dans l'après-guerre. Hein, là, on arrive. Enfin, là, c'est 1938, mais enfin voilà, il s'est rien, en gros rien passé entre 39 et 45. Les matériaux n'arrivaient pas. Mais donc c'est une nouvelle étape de densification pour le centre-ville du Caire. Les palais et les villas noyés dans la verdure sont remplacés par des immeubles. Certains, celui-là en particulier, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui lisent l'arabe, donc c'est Antoine Selim Nahas, qui est un architecte libanais formé en France, à l'école centrale et aux Beaux-Arts. Et un autre architecte important qui a aussi beaucoup construit à cette époque-là au Caire, là, dans les années donc après-guerre, c'est Mahmoud Riyad. Et ce Mahmoud Riyad, qui est lui formé en Angleterre, on lui doit en particulier donc le quartier de Mohandissine. Alors cette fois-ci, voilà, le nord est sur votre droite, donc il faut imaginer que ça, il faut le remettre ici. Hein, la forme, peut-être, vous permet d'imaginer l'orientation de la carte est donnée ici. Donc c'est Mahmoud Riyad qui, en 1948, dessine pour le ministère des Waqf, donc pour le ministère des biens de main morte, qui a ces terrains cultivés sur cette rive gauche du Nil, qui donc met en place cette nouvelle ville, d'une certaine manière, de l'autre côté, sur la rive gauche du fleuve. Et c'est une ville qui va être construite quasi comme elle a été pensée par Mahmoud Riyad. À ce moment-là, commencent aussi les premiers projets d'habitat social. Là, c'est une première opération de 1800 logements qui sont construits sur la rive gauche du Nil. Il y aura d'autres opérations similaires. C'est aussi Mahmoud Riyad qui est associé à ça. En 1950, il y avait eu une grande étude de fait sur comment fournir à la classe ouvrière un logement adapté, sachant que l'inflation durant la Seconde Guerre mondiale avait fait que il pouvait quasiment plus se loger au Caire. Donc Mahmoud Riyad et un réformiste égyptien, Ahmed Hussein, qui est aussi quelqu'un de très important, ont fait cette étude en 1950 pour savoir comment fournir des logements à prix, disons, acceptable pour la classe ouvrière égyptienne. Et j'insiste là-dessus parce qu'en général, on a une espèce de représentation comme ça, de même les Britanniques, l'urbanisme britannique, Nasser, le logement social. Le logement social, ça commence dans les années 30 en Égypte, hein, et bien avant le nasserisme. Et d'une certaine manière, c'est le nasserisme qui met fin à ces opérations-là. Pour continuer dans l'urbanisme dynastique, hein, eh bien, on a Médine et Nasr, Nasr City, ça pour le coup c'est lié effectivement au régime nassérien, et c'est une nouvelle ville à nouveau qui va naître, toujours un peu plus loin, dans le désert, hein, et qui est une ville qui va sortir de terre, je veux dire, assez rapidement. Aujourd'hui, c'est là aussi où on transporte les militaires, donc rien de nouveau sous le soleil. On transporte les militaires et on crée énormément d'habitations pour loger les fonctionnaires. Donc, vous voyez, c'est cette continuité de déplacement de la capitale suivant les différents régimes. Et on en arrive à ma dernière image. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien, mais on repère au milieu de l'image en noir le Nil, les deux îles du milieu qui vous permettent de voir où on est, donc Zamalek et Roda.
Les pyramides, toute cette partie verte, enfin, ou foncée, qui sont les terres agricoles et puis l'urbanisation sur les terres agricoles. Les pyramides se trouvent à peu près là, de mémoire, oui, là, oui, là. Voilà, Medinet Nasr, donc Héliopolis qui est ici, Medinet Nasr qui est là, le Mokattam qui est par là, Katameyya Heights, donc enfin, le nouveau Caire. Et puis aujourd'hui, là pour le coup, même vous n'allez pas le voir et c'est pas dans l'image, à 40 km de là, donc la nouvelle capitale. Et de l'autre côté, aussi ces énormes extensions de lotissements sécurisés qui se développent. En général dessinés par des agences américaines ou canadiennes, voilà, avec une architecture que je dirais un peu, je sais pas moi, Falcon Crest ou Dallas, hein. Bon, voilà, c'est mes références à moi. Et il y en a des centaines et des centaines et des centaines avec des noms plus absurdes les uns que les autres. Celui-là, c'est Beverly Hills, mais il y a aussi Little Venice, Alegria, Gardenia, Katameyya Heights, quelques-uns construits autour de golf. Là aussi, c'est des entreprises canadiennes qui fournissent les greens. Donc voilà, une autre forme de production de la ville. Mais là, pour le coup, l'espace public, enfin, il est privé, essentiellement. Bon, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence, je dirais, pour les Kairotes à ce moment-là. J'ai oublié de vous parler de chiffres. Quand le Caire, dans les années 1860, ça doit être à peu près 200 000 habitants. En 1897, c'est 500 000. La ville dépasse le million d'habitants en 1927 et elle compte déjà 2 millions d'habitants en 1947. Et maintenant, on oscille entre 17, 18, 19, 20... 23, ben voilà. 23 millions d'habitants, dont très peu, mais quand même un certain nombre dans ces lotissements sécurisés qui consomment un espace absolument considérable. Et donc c'est une ville qui est dans un étalement urbain aujourd'hui sur voilà, une largeur de quasiment 50 km, 60 km d'est en ouest. Et le tout sans véritablement de transport en commun. Alors vous dites qu'effectivement, actuellement, il y a 23 millions d'habitants, que la ville s'est construite sur les terres agricoles, donc ces 23 millions d'habitants, il faut les faire bouffer. Alors, les terres agricoles sont devenues quoi? Parce qu'autour du Nil, on pouvait comprendre, mais en dehors... Bon, alors c'est pas tout à fait ma période, mais comment ils mangent? D'abord, il y a quand même énormément de bonification des terres, hein. Je veux dire, toute la partie désertique, par exemple, entre le Caire et le canal de Suez, a été bonifiée. Donc voilà. Bonifiée, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on les a transformés en terres agricoles. Donc le désert, enfin, ce qu'on appelle la bonification des terres, ça c'est aussi effectivement un phénomène très important en Égypte. Vous savez que bon, voilà, il y a le Nil et puis il y a le désert partout, donc il y a beaucoup de déserts et on sait transformer le désert en terre agricole. Donc il y a énormément de désert qui a été transformé en terre agricole. Donc ça, je pense qu'ils ont de la place encore en termes de désert à transformer en terre agricole. Après, effectivement, il y a des problèmes d'eau. Oui. Oui, ma question, ce serait juste sur la durabilité de tout ça. Parce qu'actuellement, on voit effectivement ces énormes bâtiments. Je les ai vus sur les 10 dernières années. Il y avait un moment donné qu'entre le centre-ville et les pyramides, il y avait encore les terres agricoles qui sont maintenant complètement disparues. Ça se passait très très vite. Maintenant, on se retrouve avec des compounds qui vont dans le désert et qui utilisent de l'eau. Alors, évidemment, l'eau, c'est un point absolument essentiel pour tout ce qui touche au Caire. Il y a de nouveaux barrages, bon, ça c'est un secret pour personne.
Est-ce que vous pouvez juste peut-être quelques commentaires sur la durabilité dans le temps, dans les 10 ans à venir? Qu'est-ce que tout ça va devenir? Comment on peut arroser les pelouses quand il n'y a plus d'eau dans le Nil? Il y a toujours de l'eau dans le Nil, hein. Ça c'est la première réponse. Et puis quand il n'y aura plus d'eau dans le Nil, ils désaliniseront. Non, je ne sais pas si vous voulez... Enfin, pour le coup, ça fait 40 ans que je vais au Caire. Déjà, il y a 40 ans, je peux vous dire que tout le monde était très inquiet et tout le monde disait « mais comment on va faire ?» À l'époque, il y avait des trous partout, les trottoirs, enfin, on ne pouvait même pas marcher sur les... La ville sortait de la guerre, hein. C'était Camp David, c'est 1977. Hein. Donc, c'était une situation absolument terrible, rien ne fonctionnait. Mais quand je dis rien ne fonctionnait, aujourd'hui, vous ouvrez un robinet d'eau au Caire, l'eau coule. Vous prenez un téléphone, il y a de l'électricité, comme on disait. Fi harara, il y a de l'électricité. Bon, avant, on prenait le téléphone et c'était mort, il n'y avait rien. Mais déjà, quand on discutait, enfin quand on recevait, moi à l'époque j'habitais au Caire, on recevait souvent des missions de gens, et alors quand on leur parlait, ils disaient mais comment c'est possible, comment ils vont faire, ils ont fait, et ils ont fait. À l'époque, il y avait peut-être, je ne sais plus, 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, 123. Bon, comment ils font? Ils font. Voilà, c'est aussi un pays de plus de 100 millions d'habitants, je pense. Donc, un marché interne aussi énorme. Donc, d'un point de vue... Voilà. Et puis, ils font comme d'habitude. Ils gèrent leur positionnement géopolitique, hein, je veux dire, très bien. Ils gèrent leurs amitiés dans le Golfe, ils exportent de la main-d'œuvre partout, et puis un petit peu de tourisme. Comment ils font? Ils font. Quand vous parlez de bonification, ça veut dire irrigation? Oui, oui, bien sûr. Vous avez ces énormes espèces quasiment d'avions avec un arrosage qui tourne, si vous voulez. Oui, oui, c'est bien sûr. Je veux dire, c'est de l'irrigation à partir du Nil, c'est comment? Oui, oui, c'est de l'irrigation, c'est des canaux, c'est des canaux. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Bah, vous savez qu'il y a un conflit avec l'Éthiopie, d'ailleurs. Voilà. Parce que les terres en elles-mêmes, elles ne sont pas mauvaises. En somme, il suffit d'irriguer. Ouais, c'est plus non. Alors non, c'est plus compliqué que ça. Les terres enfin comment dire, les terres agricoles à l'origine, oui. Elles sont dans la vallée du Nil. Le désert, c'est du désert, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on sait comment faire planter, comment faire pousser des choses dans le désert. C'est pas forcément, c'est pas le limon du Nil qui arrive là, hein, je veux dire, mais bon, tout Israël pareil. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent des Israéliens qui aident à la bonification des terres. En Israël, ils ont mis le Negev en culture, ça on sait faire aujourd'hui. Hein. Oui, on sait faire, mais dans le désert, moi je connais très bien, j'ai un ami qui a une plantation d'oliviers dans le désert. Et en fait, c'est extrêmement polluant, parce que pour retirer l'eau de la nappe phréatique, qui est très très profonde à cet endroit-là du désert, il faut une consommation de fuel gigantesque pour pouvoir arroser les oliviers. Donc le modèle économique est vraiment fou, totalement fou, et pas durable, pas viable. Voilà, petite précision. Vous nous avez montré des immeubles de toute beauté, des villas magnifiques, mais je me demande où sont les pauvres. Ah, où sont les pauvres? Où sont les pauvres? Excusez-moi, avant que vous répondiez, je voulais juste rappeler qu'on est, je veux dire, Madame Vollet est tout à fait en mesure de parler aussi du contemporain, mais on parle plutôt du 19e siècle, en fait, maintenant. Mais même, la question reste valable. Oui, oui. Non, mais je voulais juste dire, non pas vous frustrer vos questions. Non, mais aujourd'hui. je peux répondre. Donc, Oui, comme je sûr. voulais montrer, par exemple, à l'époque du quai d'Iv Ismaïl, il y avait ces petits lotissements qui avaient été donnés, c'était des parcelles de 50 mètres carrés. Hein, donc alors les pauvres, peut-être pas, mais disons les petits employés pouvaient accéder à la propriété, ce qui est quand même très important. Et à Héliopolis, il y avait tout un quartier aussi, je veux dire, où il y avait ce qu'on appelait la cité indigène, où
habitaient les indigènes. Dans les années 40, il y a donc cette étude de Mahmoud Riad et on construit plus de 4000 habitations pour des gens qui ont des moyens limités. Donc voilà. Et puis après, vous savez qu'au Caire, il y a une stratification, disons, verticale. Les pauvres, entre guillemets, ils vivent sur les toits. Donc voilà, il y a une mixité sociale d'une certaine manière. Bah oui, puisque oui, tous les portiers, les petits métiers, voilà, vivent sur les toits. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui a été mis en place au fur et à mesure que des quartiers nouveaux étaient lotis? Je pensais par exemple à Héliopolis, il y avait un tramway qui partait et qui arrivait à Ramsès, il me semble. Et puis on voit dans certains films des lignes. Voilà. Absolument, c'est une très bonne question. Vous avez tout à fait raison de souligner ça. Alors, il y a toujours eu des formes de transport. Il y avait des formes de transport hippomobile, hein, je veux dire, qu'on appelait les Suarez d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est la famille Suarez qui avait développé ça au départ. Donc, des wagons tirés par des chevaux. Ensuite, à partir de 1897, et c'est d'ailleurs des financiers belges, dont le baron Empain qui investit dans cette opération, à partir de 1897 se met en place un réseau de tramways au Caire, et c'est en s'appuyant d'ailleurs sur ce réseau de tramways que Empain a l'idée de créer au bout de la ligne, donc justement, Héliopolis. Alors ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on fait pas ça. On fait pas ça. On crée des villes, en particulier à l'époque d'Anwar el-Sadat, on a créé tout un anneau de villes nouvelles autour duquel desservi par aucun transport en commun. Donc vous imaginez les routes, les embouteillages, les microbus, enfin bon voilà, tout ça et le métro qu'on pensait faire au Caire depuis les années 50, il a fallu attendre les années 1980 pour qu'il commence à se développer. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose et c'est extraordinairement pratique pour se déplacer au Caire. Mais effectivement, maintenant, on a tendance à faire les choses dans l'autre sens. On construit d'abord, on gâche beaucoup de mètres carrés, beaucoup d'asphalte, etc. Et après, on se dit, ça serait peut-être bien de mettre du transport. Bien sûr. En lisant un peu différents textes pour préparer cette séance, je me suis rendu compte qu'il y a eu, à l'époque même où beaucoup d'architectes construisaient le centre-ville du Caire, ce que les Égyptiens appellent downtown Cairo. West El Bala. Et tous ces beaux bâtiments à l'européenne, d'une grande qualité, de grande beauté. En parallèle, il existait une vague d'égyptomania en Europe. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre ces deux mouvements étranges d'emprunt où c'est totalement absurde? Deux choses là-dessus. L'Égypte, comme pour reprendre le titre du livre de Robert Salé, Passion française. Je veux dire, c'est vrai que depuis l'expédition de Bonaparte, l'Égypte est très présente en France de plein de manières, dans la peinture, voilà, je veux dire, on voyait des gens habillés à la même look au Palais Royal dans les années 1820. Donc c'est vrai qu'il y a des relations, fortes qui sont voilà, pas seulement pour l'architecture égyptisante, hein, mais dans tous les domaines, la littérature. L'Égypte est un pays qui a continué à être francophone pendant très longtemps. Alors bon, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, encore que, mais voilà. Et donc, oui, les artistes venaient en France. Il y avait des salons de littérature en français au Caire, donc c'est des relations très fortes. La deuxième chose que je veux dire sur l'égyptianisme ou le pharaonisme, c'est qu'il y a eu en Égypte même ce mouvement-là, qui
c'est assez intéressant. Dans les années 20, quand en Égypte même, on s'est mis à faire du néo-égyptien. Et jusqu'à présent, c'est une tendance assez importante. Le nouveau palais de justice du Caire, par exemple, est en style pharaonique. La plupart des bâtiments des militaires, et c'est intéressant, puisque par exemple Anwar el-Sadat, on l'appelait le pharaon, la plupart des bâtiments militaires ont cette esthétique pharaonisante, donc effectivement. Et alors là, se joue quelque chose, parce que je ne sais pas si la culture pharaonique est si présente dans l'univers mental égyptien, mais en revanche, les Égyptiens savent que les Européens s'intéressent à l'Égypte pour les pharaons d'abord, et donc ils jouent aussi avec ces stéréotypes-là. Je veux dire, par exemple, tous les conseillers culturels égyptiens dans le monde, ils ont leur carte avec un lotus. Bon, ils auraient pu mettre, je sais pas moi, je veux dire un aigle ou une étoile, voilà, mais ils ont le lotus parce qu'ils savent qu'effectivement, pour les Européens, pour les Occidentaux, l'Égypte, c'est d'abord le pays des anciens pharaons. Donc il y a un jeu interactif, je dirais, à ce niveau-là. Il y avait une petite question, en fait, c'était plutôt une demande de précision. Pendant votre intervention, vous avez mentionné WAF, mais donc il demande si vous pouvez préciser ce que c'est. Ce qu'est un WACF. Oui, alors, je ne suis pas spécialiste des WACF, hein, c'est un dispositif juridique extraordinairement compliqué, mais en gros, ce sont des biens dont la propriété est immobilisée au service d'un objectif pieux, en général, des fondations pieuses. Donc, vous WACFez, c'est-à-dire vous gelez, par exemple, des terres agricoles, des immeubles, des boutiques, dont les revenus servent à payer le muezzin de la mosquée XYZ, la personne qui va balayer la madrasa XYZ, etc. Donc c'est ce mécanisme-là. Et la dynastie kédiviale en Égypte. Alors, il y a au fur et à mesure, ces terres finissent par perdre leurs bénéficiaires à un moment donné, donc on ne sait plus très bien qui les administre, donc c'est des terres qui tombent en déshérence, entre guillemets. Et ce que la famille kédiviale a fait au début de la prise de pouvoir en Égypte, donc à partir de 1805, c'est qu'ils ont commencé à récupérer entre guillemets, tous les WACF qui étaient tombés en déshérence. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu à disposition un patrimoine foncier extraordinairement important pour développer la culture du coton, pour développer le Caire, pour développer toutes sortes de choses. Merci pour votre exposé. En ce qui concerne le centre-ville, quel est le statut des locataires? C'est-à-dire que j'ai l'impression que on n'achetait pas, si on parle des années 30, 40, etc., on était locataire en général, et le loyer a été bloqué, c'est ça, à un moment? Alors, oui, ça aussi, c'est un sujet tout à fait intéressant parce qu'il est à la fois cause de la permanence, d'une certaine manière, de ces structures, mais aussi de leur délabrement. Donc, là encore, c'est un mécanisme tout à fait intéressant. Oui, alors, au centre-ville du Caire, quand ça a commencé, si vous voulez, à se densifier, souvent, c'est des compagnies d'assurance ou des sociétés immobilières qui ont dû investir l'argent pour construire. Parce que construire une maison de 2 étages, c'est pas pareil que de construire un immeuble de 10 étages. Donc là, vous avez quand même besoin de capitaux beaucoup plus importants. Donc, ce sont ces capitaux-là qui se sont investis dans ces grands immeubles qui ont remplacé donc les villas du centre-ville. Et les loyers, à nouveau, à partir des années 20, alors d'abord après la Première Guerre mondiale, et puis après la Seconde Guerre mondiale, les loyers ont été bloqués au fur et à mesure. Ce qui a fait que les propriétaires n'avaient plus les moyens d'entretenir. Donc c'est ce qui a fait que dans la plupart des immeubles du centre-ville du Caire, les ascenseurs ne fonctionnent pas, par exemple, parce qu'ils sont pas entretenus. Donc au bout d'un moment, ça tombe en panne.
Et c'est ce qui fait, voilà, et c'est ce qui fait aussi que les propriétaires d'immeubles ont essayé de s'en dessaisir en les vendant à des compagnies d'assurance qui, elles, ont peut-être plus un temps plus long pour imaginer qu'elles pouvaient se mettre à faire partir les gens. Et donc, c'est ce qui s'est passé à partir des années 2000 à peu près, avec une compagnie qui s'appelle L'Ismaïliyya. C'est une compagnie de capital risque, hein, comme il y en a partout à Marseille. Enfin, voilà, tout le centre de Marseille est en train d'être réurbanisé de cette manière-là. Donc, c'est une société qui rachète les immeubles et, à bas prix, et qui, au fur et à mesure, négocie avec chaque famille pour les faire partir. Ils ont déjà, de mémoire, racheté une trentaine d'immeubles. Voilà. C'est pas une opération qui est si facile que ça en Égypte, parce que l'Égyptien est très procédurier. C'est d'ailleurs un sujet. Les tribunaux sont encombrés d'histoires de procès. Hein. C'est terrible. C'est même à un moment donné, je travaillais avec le ministère de l'Équipement en Égypte, et ils voulaient faire une étude là-dessus, sur l'urbanisme du contentieux, le contentieux urbanistique en Égypte. Il y a des procès partout, surtout. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Donc l'idée, c'est de faire sortir, une fois qu'on a fait sortir les locataires en leur payant en fait quelque chose, on essaye de faire retourner ces propriétés, parce qu'au fur et à mesure, la loi sur les loyers s'est libéralisée entre guillemets, et donc voilà, on se dit que ça va être une manière de faire revivre le centre-ville du Caire. Paris sur l'avenir, rien n'est impossible en Égypte, donc ça peut marcher. Qui constitue entre le centre-ville et Suez actuellement. Cette nouveau capital actuellement, c'est assez spéculatif. Qu'est-ce qu'on peut retirer des développements qu'on a vus dans le passé par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement? Ce que je sais, c'est que les bâtiments qui n'existent pas encore sont vendus, revendus. Ce sont les papiers qui tournent. Tout l'avenir de cette capitale, pour l'instant, ce n'est pas certain. Effectivement, ça implique un déplacement des fonctionnaires qui n'ont pas forcément envie d'y aller. On peut imaginer comme par le passé, les premiers partis, ils n'ont pas forcément envie, il faut les motiver. C'est le gouvernement qui les encourage par l'obligation de se déplacer avec le ministère. Il y a cet énorme monorail qui se construit entre le nouveau capital et le centre-ville. Est-ce que vous avez quelques perspectives sur ce qui peut devenir le Caire sur les 5-10 ans à venir? Bon, ça, c'est une question que vous allez poser. Voilà, ça, c'est toute la séance de cet après-midi qui portera là-dessus. Donc, j'espère que vous serez là pour écouter la réponse. Mais peut-être ce que je peux dire en regardant dans le passé, c'est que quand, par exemple, on a construit Medinat Nasr, ou même quand on a construit les villes nouvelles autour du Caire, non reliées par monorail, on a pensé que ça ne marcherait pas. Or, ça marche. Quand vous avez un pays avec 102 millions d'habitants et une ville avec 23 millions d'habitants, les gens y vont. Ils vont. Donc, voilà. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est 5 heures d'embouteillage pour aller d'un... oui, bien sûr. Non, mais je pense il faut sortir d'une représentation, la qualité de vie à l'européenne, si vous voulez. C'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui partent à 4 heures du matin de chez eux pour faire 4 heures dans des microbus bondés pour se rendre à leur travail, et ensuite 4 heures dans l'autre sens. Nous, on dirait que c'est inhumain, et c'est même pas envisageable. Déjà, quand on fait une demi-heure de transport en commun, on pense que c'est l'horreur. Enfin voilà, donc il faut imaginer que c'est la réalité. C'est la réalité des carottes. Du coup, j'ai une petite question à propos aussi de la mise en valeur de ce patrimoine, notamment à Héliopolis. Vous avez mentionné le musée. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, et si par exemple le musée aide aussi à percevoir en fait la valeur
de ce patrimoine-là, et si, voilà, si aussi il y a un choix politique dans les différents types de patrimoine mis en valeur, parce que par exemple le patrimoine du 19e siècle n'a pas forcément toujours été reconnu comme étant un patrimoine à mettre en valeur dans les dernières années. Merci pour cette question. Alors, le musée d'Héliopolis, je ne peux rien vous en dire, parce que je ne l'ai pas vu encore. Enfin, le musée de la Villa en Pin, je ne peux rien vous en dire parce que je ne l'ai pas visité. C'est des collègues qui m'ont envoyé des images et qui ont, eux, trouvé que la visite était très appréciable. Non, en revanche, ce que je peux dire, parce qu'avec un certain nombre de collègues, on a été mêlés un peu à ça, hein, puisque, effectivement, avec le directeur du centre français, du centre culturel français, ce qu'on appelait le centre culturel français à l'époque, et maintenant ça s'appelle l'Institut français d'Héliopolis, on a été mêlés à cette opération-là, qui était le centenaire d'Héliopolis, hein, et donc à l'idée d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en valeur effectivement la ville, sachant qu'il y a une qualité urbaine, pour le coup, à Héliopolis, c'est une ville où on peut circuler à pied d'un quartier à un autre. Les Héliopolitains ne viennent pas au Caire, hein, c'est trop loin, et les Cairois ne vont pas à Héliopolis, c'est trop loin. Mais en revanche, à Héliopolis même, et d'ailleurs au centre-ville, c'est vrai qu'il y a une qualité urbaine intéressante pour un certain nombre de gens qui n'aiment pas passer des heures dans leur voiture. Donc voilà, on travaillait avec les autorités égyptiennes à l'époque, on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Je pense qu'il y a, comment dire, il y a un peu des mesures de protection qui ont été prises à cette époque-là, ce qui fait qu'on ne peut plus démolir peut-être autant à Héliopolis qu'on pouvait le faire avant. Mais là encore, c'est ce qu'on a découvert en faisant cette étude justement sur la protection d'Héliopolis, c'est qu'en fait, il y avait un mécanisme de vente de droits à bâtir, d'une certaine manière, qui faisait qu'on avait intérêt, de toute façon, à démolir les villas pour les remplacer par des immeubles. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en discutant avec des gens qui disaient, des habitants d'Héliopolis qui disaient « Ah ouais, Héliopolis, c'est super, etc., etc. » Mais quand on leur parlait de la villa de leur grand-mère qu'ils voulaient démolir pour vendre le terrain, ils disaient « Mais est-ce que vous croyez s'il y a une protection à Héliopolis, est-ce que du coup, la villa de ma grand-mère, je vais pouvoir la vendre ?» Eh oui, non, peut-être pas. Donc ces mécanismes de spéculation foncière immobilière, c'est quelque chose de sérieux. Et vous ne dites pas à quelqu'un, bah non, votre maison elle est tellement jolie que les 25 millions que vous pouvez, enfin 5 millions de livres égyptiennes que vous pouvez en attendre, non, il n'en est pas question. Vous imaginez, bah non, c'est pas possible. Je veux dire, donc. Voilà, c'est les mécanismes, enfin la spéculation foncière et immobilière n'est pas quelque chose au Caire qui est contrôlé. Pour les transports en commun, tout à l'heure vous avez prononcé le mot métro et ensuite vous avez prononcé le mot minibus. Alors le métro va jusqu'où et voilà, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a 3 lignes, hein. Voilà, il y a 3 lignes. Ça ne va pas très loin. Ça va pas très loin. Si je comprends bien, dans les... Mais alors, attendez, microbus, il faut qu'on s'entende. Microbus, c'est des microbus privés. Donc, c'est parce que... Alors, donc, il y a des bus égyptiens, toutes sortes de bus, toutes sortes de niveaux de bus, d'ailleurs. Il y a le Moukayef, celui qui est air conditionné, celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même genre. Mais le microbus, c'est en plus. Enfin, c'est au-delà. Donc, il y a le public... mais le public ne fait pas tout ce qu'il devrait faire, donc il y a le privé, et donc il y a les microbus où on s'entasse, mais il y a aussi les taxis collectifs, hein, il y a toutes sortes d'autres manières de se déplacer. Mais c'est par défaut de ce que la puissance publique ne fait pas. Donc les microbus, c'est privé. C'est un organisme, enfin c'est des gens qui achètent des bus et achètent une concession pour se retrouver à tel endroit, etc. Quand vous avez parlé de la construction d'Héliopolis, vous avez mentionné la construction d'une église, mais pas d'une mosquée. Pourquoi ? Alors, parce que l'église est au centre. Il y a plus qu'une mosquée à Héliopolis. Mais enfin, donc l'église était au centre, et c'est la première qui a été construite. Les mosquées ont été construites après.
bien après, il y avait aussi une synagogue. Enfin, il y avait aussi une synagogue. Au départ, c'est un appartement. Les juifs israélites pratiquants se réunissaient dans un appartement. Et la synagogue a été construite en 1927. Et les premières mosquées, c'est 1909, mais c'est un peu à part. Donc c'est dans la cité indigène, entre guillemets. Et ensuite, il y a une mosquée qui s'appelle Al-Saura, ce qui est assez rigolo, une mosquée de la Révolution, mais qui en fait a été payée par la famille Khedivial, en plein cœur aussi d'Héliopolis. Mais d'abord, ce qu'on a mis au centre de la ville et qui est symboliquement très fort, me semble-t-il, c'est une église catholique. Et les écoles, si vous voulez, congrégationnistes, c'est aussi des écoles catholiques, enfin chrétiennes. Il est clair que les premiers habitants, enfin, pendant très longtemps, les habitants d'Héliopolis ont été des Levantins, enfin des Syro-Libanais chrétiens. Voilà, c'est eux qui, enfin, et à part des aristocrates, enfin, je veux dire, oui, l'aristocratie musulmane, hein, grands propriétaires terriens, etc. Mais le gros des habitants, c'était une ville chrétienne. Hein, c'est encore une ville. Enfin, dans les années, quand on compte plus la confession, enfin, on ne recense plus la confession des Égyptiens, mais tant qu'on la recensait, je veux dire, à Héliopolis, il y avait encore à peu près 35% de chrétiens, ce qui n'est pas la proportion habituelle, hein, en Égypte. Puisque vous avez prononcé le mot synagogue, je me permets de poser une question sur cet aspect. Il y a plusieurs synagogues au Caire qui sont conservées, entretenues, dont une très vieille à Fostat, où va quand même le métro, bon, malgré tout. Mais il y a une grande synagogue au centre du Caire qui est par contre vide. Bon, il y a peut-être un projet de musée, si j'ai bien compris, ou quelque chose qui pourrait occuper cet espace quand même important en plein centre-ville. Et voilà, donc je voulais vous poser une question là-dessus. Et sur les cimetières aussi, parce que vous n'avez pas prononcé le mot, mais les cimetières occupent un espace important au Caire. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi un peu urbanistique, si je me trompe. Alors, les synagogues, oui, il y en a plein au Caire. Il y a effectivement celle du centre-ville qui est très grande, mais dans le quartier Sakakini, il y en a 7 ou 8. Enfin, il y en a partout des synagogues. Hein. Il y a effectivement Ben Ezra au Vieux-Caire. Voilà. Que vous dire, hein, qu'il n'y a plus beaucoup de juifs en Égypte, hein, que je crois qu'ils sont plus assez nombreux. Qu'il n'y a plus beaucoup de juifs en Égypte et qu'ils ne sont plus assez nombreux pour pouvoir faire la prière le jour de Shabbat dans la principale synagogue de la ville. Hein. Voilà, ça c'est une réalité, comment dire, démographique, politique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura un musée? Peut-être. J'en sais rien. C'est possible. C'est pas. Je veux dire, l'Égypte est un des premiers pays à avoir fait la paix avec Israël. Hein. Je veux dire, les Israéliens peuvent venir en Égypte, les Égyptiens peuvent aller en Israël. C'est pas bien vu, mais ils peuvent le faire. Donc voilà. Alors, les cimetières. On peut commencer par le cimetière juif de Bassatine. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est pas exactement ce qui a été, disons, urbanisé au XIXe siècle, hein, ou au XXe siècle même. Bassatine, c'est pareil, c'est un cimetière en déshérence. Et comme tous les cimetières en déshérence, les concessions se vendent. C'est aussi le cas pour Terra Santa, qui est donc le cimetière catholique. Aujourd'hui, donc c'est les Coptes qui ont la gestion du cimetière catholique. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que des tombes ne sont pas trop entretenues, que les gens ne viennent pas? Eh bien, ils revendent les concessions de ces tombes en déshérence à d'autres gens. Donc, on enlève les lettres, ou on retourne les marbres. Enfin, voilà. Et puis, on grave d'autres noms
dessus, quand les gens disparaissent, ils disparaissent. Hein. Je veux dire, voilà, c'est même assez extraordinaire. Je trouve qu'il y a une synagogue encore en plein centre du Caire et que même les autres, hein, je veux dire, celle du quartier Sakakini soit encore debout. À Maradi, il y en a une aussi. C'est presque extraordinaire qu'elles soient encore debout alors qu'elles sont complètement en déshérence. Donc les cimetières, quoi d'autre dire? Donc Bassatine. Voilà, Bassatine, un jour, il n'y aura plus Bassatine, ou ça ne sera plus les mêmes gens qui seront enterrés à Bassatine. Et alors, sur les autres cimetières, comme vous le savez, effectivement, au moment de la triple et lâche agression tripartite, Suez, les populations des villes du canal de Suez ont reflué vers le Caire, hein, et ont occupé les cimetières. Donc il y a eu toute une vie dans les cimetières du Caire pendant très longtemps. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que quand vous pouvez vivre normalement, dans un appartement normal, vous n'avez pas envie d'être au-dessus d'une tombe. Donc voilà, donc ces immenses cimetières continuent à exister en lisière de la vieille ville du Caire et au sud aussi. Il y a juste alors une petite demande qui demandait une précision, une personne qui demande, je crois qu'il s'est connecté à la fin, combien d'habitants il y a au Caire. Et puis une deuxième question, en fait, gisait sur la rive gauche du Nil, comme moi dessine, était-il aussi un quartier issu d'un WAF ou c'est une autre logique qui l'a constitué? Alors, la question des habitants, donc 23 millions, dit-on aujourd'hui. La question de Mohandissine, oui, c'est un waqf. C'est un waqf. Oui, c'est Gizeh. Oui, Mohandissine, c'est sur la rive gauche, donc à Gizeh, effectivement. Donc toute cette partie de la rive gauche est constituée effectivement sur un waqf qui était directement géré par le ministère des Waqf. Et d'ailleurs, cette ville, avant qu'on l'appelle Mohandissine, elle a été construite comme Medinat al-Awqaf, donc la ville des Waqf. À propos de la présence des Juifs en Égypte, récemment, il y a eu à l'Institut du monde arabe une grande exposition sur justement la présence des Juifs tout autour de la Méditerranée. En sortant, je me posais une question, parce qu'il y avait pas mal de photos des années 30, enfin, vous voyez, à l'époque où... Bon, et si vous voulez, au fond, je n'ai vu aucun signe de pauvreté. Et je pense que si... et ça m'a... Enfin, dans ce que j'ai vu, peut-être que... Voilà, parce que je me suis dit, mais si on avait fait la même exposition pour la présence des Juifs en Europe de l'Est, à la même époque, les shtetl, la misère était partout. Naturellement, il y avait des Juifs qui étaient riches, qui étaient pauvres, etc. Bon, voilà. Mais la misère était quand même partout. On le lit, ça a été raconté, ça a été, je dirais, il y a eu presque du reportage là-dessus dans ces années-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même situation en Égypte, c'est-à-dire qu'il y avait des Juifs très riches et il y avait des Juifs très pauvres. Ceux qui vivaient dans la vieille ville du Caire n'étaient pas spécialement riches, ils avaient des petits métiers, etc. Alors, simplement, avec, disons, l'alliance israélite universelle, et c'est la même chose pour les écoles congrégationnistes, d'une certaine manière. Ils ont eu accès à l'éducation et en particulier à l'apprentissage des langues, ce qui a favorisé, je dirais, leur mobilité sociale. Mais il y avait des juifs pauvres en Égypte, bien sûr. Haret el Yahoud, oui, bien sûr. Oui, Yahoud, c'est juif en arabe. Haret el Yahoud, c'est la rue des Juifs. Oui, et il y a des synagogues dans la vieille ville, d'ailleurs, aussi encore, qui remontent au, je sais pas, au XIVe siècle.